Alors, on passe au prochain, qui est l'équipe de Radio-Canada. Merci beaucoup, Francis. Bonsoir tout le monde. Merci de nous recevoir. Je me présente Christian Thier, je suis rédacteur en chef de Radio-Canada.ca. J'ai la chance depuis maintenant plusieurs années de diriger une belle et très bonne équipe. Dans le jargon, on appelle ça multiplateforme. Ça fait plusieurs années qu'on produit de la visualisation de données et plusieurs usages que je connais dans la salle. Nous, contrairement au devoir, on utilise l'expertise à l'interne. On a beaucoup de collègues qui travaillent dans d'autres secteurs. Je vois des collègues notamment de chez Médias numériques qui nous aident à bien présenter aussi nos visualisations. Je pense notamment à l'outil de résultats en direct qu'on a présenté le soir de l'élection. Je n'aurais pas... J'ai rien à dire en fait sur ce que Florent a dit et son équipe parce que c'est exactement ça. On le fait pour les mêmes raisons. On le fait parce que ça aide notamment à la compréhension. Ça aide le public à comprendre des enjeux complexes. C'est une forme narrative qui est beaucoup plus agréable également. On sert aussi beaucoup de l'expertise de nos collègues qui eux-mêmes deviennent meilleurs en faisant pas beaucoup à ça, apprendre de nos erreurs, comme disait Florent, être meilleur la prochaine fois. Je souligne le travail exemplaire du devoir cette année et je suis heureux de voir que nous avons une saine émulation entre ces médias. Ça nous force, nous, à être meilleurs toujours et la prochaine fois, nous aussi, on travaille sur quelques idées pour la fédérale en 2019. Sincèrement, je serais intéressé à prendre vos questions s'il y en a après la présentation. On a le bonheur, donc, comme je le disais, de travailler avec des gens de talent. Il y a des développeurs dans notre équipe, des designers, des journalistes également. Plus récemment, se sont joints à nous Maël Chiab, Marc Lajoie, qui ont activement travaillé sur des projets très, très précis auxquels on avait pensé pour l'élection provinciale. Je pense que ça a eu des résultats également très probants. Et comme on le voit à Radio-Canada, tout au long de la campagne, les articles vraiment les plus consultés ont été ceux dans lesquels on avait intégré des visualisations de données, soit des projets comme celui-ci dont Naël va vous parler, ou encore d'autres. Vous avez certainement vu, en ce qui concerne les midterms, on en fait également des visualisations beaucoup plus simples, mais qui aident vraiment le citoyen à comprendre un enjeu en un coup d'œil. Donc, équipe multidisciplinaire, je reprends les termes un peu du devoir. Donc, équipe multidisciplinaire, spécialisation de champ d'expertise, travail d'équipe, apprendre de nos erreurs, avoir de bonnes idées et une méthode pour les réaliser. Je vais passer la parole à Maël Chiab, qui est journaliste de données avec nous depuis maintenant quelques mois. Plusieurs personnes le connaissent. Il va pouvoir vous entretenir comment il a préparé ces projets. Bonjour tout le monde, je m'appelle Maël Chiab, journaliste de données. J'ai commencé ma carrière comme journaliste télé et radio à Radio-Canada. Par la suite, j'ai appris à coder en Python puis en JavaScript. Je me suis spécialisé en journalisme de données, j'ai fait un petit passage au magazine L'Actualité. Et depuis quelques mois, je suis de retour à Radio-Canada. Et dès mon arrivée à Radio-Canada, on avait les élections provinciales dans notre ligne de mire. Une des premières choses à laquelle je me suis appelé, c'était de créer un gabarit pour les projets qui mettait vraiment en valeur les visualisations de données et en particulier un gabarit de storytelling comme celui-ci avec la visualisation de données et évidemment au fur et à mesure qu'on défile, on a l'animation. Donc ça c'est la première chose que j'ai faite et vous allez voir plusieurs déclinaisons de ce code-là que j'ai repris pour plein de projets tout au long de la campagne. Parce qu'une campagne électorale pour un journaliste, c'est comme des Jeux Olympiques. Sauf qu'à la fin, on a l'air vraiment moins en forme que des athlètes. Et je savais que la pression allait être très forte pour produire énormément, d'où la création d'un gabarit pour accélérer la production. Pour moi, un projet de journalisme de données, il y a certaines conditions pour qu'il soit gagnant. La première chose, c'est d'avoir une grande question à laquelle on peut trouver une réponse. La deuxième, c'est d'avoir des données exclusives qui permettent de répondre à cette question.
Par la suite, c'est d'avoir un concept qui marche vraiment bien sur mobile. Là, j'aurais aimé vous montrer plus dans une interface mobile. Là, c'est desktop, mais tout ce qu'on a fait fonctionne parfaitement sur mobile. Pour ceux qui sont plus intimes avec le code, c'est du Canvas au lieu d'être du SVG, ce qui permet d'accélérer vraiment les performances, même sur les plus vieux appareils mobiles. Et le dernier point très important pour réussir des projets, c'est d'avoir un patron qui dit oui à toutes les folies, et presque toutes les folies, et une équipe qui permet aussi d'amener ça plus loin. Parce que moi, je suis un journaliste d'abord, je suis un codeur après, et vraiment plus loin, je suis un designer. Ce qui fait en sorte que j'ai souvent besoin d'aide dans plusieurs aspects de mes projets. Santiago est quelqu'un avec qui je travaille au quotidien pour pousser mes projets plus loin. Il y avait aussi certains types de sujets sur lesquels on pouvait travailler. Par exemple, les femmes en politique. Ce projet-là, c'est un projet pour lequel j'ai calculé la probabilité d'une candidate d'être élue au fil des décennies versus la probabilité d'un homme d'être élu. Ma conclusion, c'était que désormais les femmes ont autant de chances d'être élues que les hommes au Québec. Et ça s'est vérifié, il y a eu 40% de candidatures féminines et il y a eu 42% de femmes élues à l'Assemblée nationale. Je ne vais pas aller dans le détail complet de ce projet-là, mais l'idée c'est vraiment d'avoir du storytelling dans le sens où on explique quelque chose de quand même compliqué. Le projet est long, il y a beaucoup de contenu, mais on est capable de découper chaque bloc en une idée simple, claire, toujours appuyée par du visuel. En fait, dans un monde idéal, c'est le visuel qui appuie le texte, même à certains moments. Ça, c'était sur les femmes, en politique. Un peu moins relié avec la politique, mais on l'a lancé pendant la campagne pour provoquer le débat. Encore une fois, c'est le même principe. Celui-ci sur les dépenses et revenus des universités du Québec. J'ai eu accès à une base de données exclusive sur Desjardins. Une base de données exclusive avec les données comptables de 20 années, des 20 dernières années, 20 dernières années, pour l'ensemble des universités du Québec. En utilisant Canvas, ça m'a permis de faire une animation de petits carrés avec annotation. L'annotation, c'était pour alléger le texte, une idée de Santiago. Et au total, dans ce projet-là, il y a 1600 carrés qui sont animés. En plus de plein d'autres, il y a des slopes aussi, je vais vous les montrer. On a aussi des slopes. Voilà. On arrive. On a aussi. Ça varie. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai besoin d'aide. On n'a pas vérifié si ça marchait sur ça. Il y a aussi des slopes en tout cas. Mais l'idée, c'est d'avoir un gabarit unique qu'on peut réutiliser à chaque fois. D'autres données exclusives auxquelles j'avais accès, c'était celle de la boussole électorale. Vous connaissez probablement tous la boussole. Vous répondez à des questions, on vous dit de quel parti vous êtes le plus proche, et ça vous donne une petite indication pour vous aider à voter. On avait accès à ces données-là parce que la boussole électorale, c'est en partenariat avec CBC Radio-Canada. Donc, on a encore utilisé le storytelling pour expliquer certaines choses, comme par exemple ce que veulent les citoyens en éducation. Et quelque chose qui est toujours important pour moi et que j'essaye d'amener à chaque fois, c'est une notion de personnalisation. En visualisation de données, on visualise quelque chose qu'on a déjà. Et ce que j'aime beaucoup faire, c'est visualiser des choses que je n'ai pas encore. Comme par exemple, qu'est-ce que pensent les utilisateurs? Donc dans ce cas-ci, vous pouviez répondre à quelques questions qui sont en fait des données que moi je visualise par la suite. Vraiment beaucoup en fait. Et ça, c'est quelque chose que je trouve qu'on ne fait pas assez souvent, mais qui donne des résultats vraiment intéressants. Donc là, le point orange désormais, c'est vous. Et en fait, vous allez être capable de vous voir à chaque fois en fonction des différentes réponses aux questions. Vu que j'avais un gabarit, j'étais capable de reproduire ça à la vitesse de l'éclair.
On en a fait plusieurs. Qui sont les souverainistes? Analyse de 137 000 réponses à la boussole électorale. Environnement, voici ce que veulent 150 000 utilisateurs de la boussole électorale. Pour la petite histoire, on n'avait pas nécessairement pensé faire l'environnement au début, mais en voyant ce qui se déroulait dans la campagne, on s'est redirigé pour faire ce projet-là, aussi sur ces questions. J'ai aussi réutilisé le projet jusque tard dans la nuit de la soirée électorale pour reprendre les résultats d'élection et faire une petite modélisation en fonction du type de scrutin. Encore une fois, vu qu'on avait fait un gabarit, ça nous a permis d'aller très vite. Les petits ajustements, essentiellement, c'était le nombre de colonnes, le force layout en D3, mais ça se faisait assez bien. On avait aussi un projet de cartographie. Voilà. On avait aussi un petit projet de cartographie. Ce projet-là, on a eu à peu près 48 heures pour le faire. On avait quelqu'un qui ramassait les endroits où les chefs se déplaçaient tout au long de la campagne, puis on leur avait promis qu'on allait faire quelque chose avec. Jusqu'au moment où on s'est rendu compte qu'il nous restait plus tant de temps pour le faire. André Guimarães, qui travaille avec nous, a commencé à travailler un peu dessus, puis finalement, le vendredi, samedi, on a réussi à le finir avec Santiago notamment. Puis l'idée, c'était vraiment, encore une fois, en storytelling, mais adapté à la cartographie, de montrer les déplacements des chefs de façon très fluide. Je vous dis pas tout le texte, mais dans le texte, il y a une analyse de où les chefs sont passés, les distances, etc. Pour la petite histoire, les données étaient dans un Google Spreadsheet. Moi, je les ai passées dans un script Python que j'ai fait qui permettait de les géolocaliser avec latitude, longitude. Puis ensuite, on les passait dans un script JavaScript pour créer la carte. Encore une fois, ça, notre principal objectif, c'était que ça fonctionne à la perfection sur mobile. Puis si vous faites le test, vous verrez, ça fonctionne très bien. D'autres projets qu'on a fait aussi qui sont beaucoup moins portés sur la visualisation, mais je tenais à le dire quand même, parce que quand on a des chiffres ou des données, on a tout de suite tendance à penser en représentation graphique. Mais il y a tout un mouvement qui s'appelle le journalisme computationnel. On parle plus de journalisme computationnel que de journalisme de données dans certains cercles, parce qu'il y a cette idée que vos capacités en programmation informatique font en sorte que vous pouvez faire plein de choses qui ne sont pas nécessairement des graphiques, mais qui peuvent être très pertinentes quand même. Dans une campagne électorale, quelque chose qui est très important, c'est de donner de l'information équilibrée sur les propositions des différentes parties. Donc une idée qu'on a eue, c'était de cloner les chefs. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a posé 50 questions identiques à chacun des chefs. Ils répondaient dans un Google Spreadsheet, dans un formulaire Google. Moi, j'ai récupéré tout ça dans un Google Spreadsheet. Puis on a créé cette page web où en fait on a cloné aussi, on va dire, on s'appelle Marc. Et ça, ce que ça permettait, ça permettait aux gens de commencer une conversation, par exemple, avec M. Guizet, qui salue Marc, et ensuite de pouvoir choisir parmi plein de thèmes. Donc, par exemple, en santé, des centaines de milliers de Québécois n'ont toujours pas de médecin de famille. Que faire pour améliorer l'accès à un docteur? M. Guizet nous donne sa réponse. Et là, on pouvait décider de poser la même question, par exemple, à M. Couillard. Ça, c'est du code, je l'ai codé de la même manière que je coderais une visualisation. J'avais un objectif clair, j'avais des données qui étaient les réponses à mes questions. On a développé le concept, on l'a codé avec André, notamment dans l'équipe, et Santiago. Autre chose, on peut travailler avec des chiffres sans faire des graphiques nécessairement, tout en donnant une information très pertinente. Ça, c'est dans le même sens de la personnalisation de l'information. Ce que j'ai fait dans ce projet-là, c'est que j'ai fait la recension des différentes promesses qui allaient avoir un impact financier sur le portefeuille des citoyens. J'ai transformé les promesses en formule JavaScript, ce qui me permettait ensuite de dire, par exemple, revenu et crédit d'impôt, quel est votre revenu annuel personnel? On va mettre celui de mon patron. Et là, le texte génère, le programme, la fonction JavaScript génère du texte qui vous explique qui vous ferait économiser le plus en impôt ou pas. Le fameux escalier fiscal de Gabriel Dubois, moi je l'ai converti en JavaScript
pour pouvoir faire ça de manière personnalisée avec les utilisateurs. Puis sur ce, vous avez vu les versions desktop, mais la vérité c'est que nous, dès la conception, les maquettes, la réflexion, la première chose qu'on fait c'est qu'on travaille sur un iPhone 5. Donc toutes nos visualisations de données, on part de ce principe-là et ensuite on décline vers des écrans plus grands. Parce qu'une des très grandes différences, c'est le fait que l'écran est à la verticale versus dans la largeur, on a beaucoup moins d'espace, donc journalistiquement ça se force aussi à vraiment serrer beaucoup plus notre texte et l'information qu'on présente. Alors je voulais juste vous montrer par exemple le gabarit qu'on avait fait pour les données de la boussole électorale, à quel point en fait on l'avait surtout travaillé avant tout pour iPhone 5, et c'est quelque chose que je vous suggère de faire si vous travaillez dans un média, parce que, comme le disait si bien l'équipe du Devoir, une énorme proportion d'utilisateurs désormais consomment l'information sur mobile. Donc si c'est pas sur mobile, voilà. Je pense que j'ai tout passé, et je laisse la parole à Marc. Mais merci beaucoup pour l'invitation, puis jusqu'à présent c'est très intéressant. Je m'appelle Marc Lajoie, je suis reporter à Radio-Canada. Avant, je travaillais principalement en Asie, avec le Wall Street Journal et South China Morning Post. Je suis ici maintenant. Puis, j'ai travaillé, je suis fraîchement débarqué à Radio-Canada, juste à temps pour les élections. Puis, j'ai décidé de réimaginer la carte électorale du Québec en transformant les circonscriptions en hexagones. Puis, non seulement les transformer en hexagones, mais aussi de conserver les formes qu'on connaît, genre l'île de Montréal, Laval, on peut Québec, Gaspésie, Côte-Nord, le Grand Nord, etc., pour qu'on puisse se retrouver très facilement sur la carte. Si on veut trouver, mettons, ma circonscription, je sais que j'habite dans l'est de Montréal environ, alors c'est ça, c'est marrant, me voilà. Puis aussi, on peut mettre le code postal si on veut pas rester sur la carte. Puis, je connais mon code postal? Non. C'est la question. Je pense qu'on n'est pas tout à fait connecté à l'Internet. Mais en tout cas, pour juste expliquer la motivation, pourquoi changer la carte de cette façon. Si on peut changer de clavier, parce que je ne connais pas le shortcut en français. Voilà, ça marche. Excuse-moi, je suis anglophone, alors j'ai plus l'habitude de faire ça en anglais. OK. Puis ça marche? Est-ce que je peux changer de pad? Non. Ouais. OK. Tu regardes le prochain? Ouais, le prochain. Ouais, je peux le faire. OK. Alors, pour la motivation, pourquoi changer la carte ici? Alors, je vous présente une élection fictive entre le parti mauve et le parti bleu-vert. On va simplifier, on va faire une élection à deux partis. Est-ce que vous me croyez que ça, c'est une élection gagnée par le parti bleu-vert? Exactement. C'est ça, ça se voit vraiment pas. Ça déforme la réalité de mon pays en termes de géographie. En anglais, on dit acres don't vote, people do. Puis c'est ça. On s'en fout de si un territoire énorme a voté pour le Parti québécois ou pour la CAQ
ou autres. C'est ça, c'est vraiment comme combien de circonscriptions? Est-ce qu'ils sont plus proches de la victoire? Est-ce qu'ils ont gagné? Ils ont gagné combien de circonscriptions? Alors, ça, c'est la même carte. Là, c'est beaucoup plus plausible que, justement, le Parti bleu vert a gagné. Vous voyez, c'est ça, si je joue un peu là-dedans, vous voyez que c'est ça. C'est la même chose. Alors, ça, c'est la raison pourquoi il fallait changer notre façon de présenter la carte. Hein? OK. Puis, ces cartes-là aussi, ça donne un vue d'ensemble de ce qui se passe au Québec. Pour faire la même chose, souvent quand on présente des informations des circonscriptions, moi j'ai pris un journal de Montréal, un mandat. Puis, on voit, il y a la page. Je suis pas sûr. Sur page. La mettre tantôt. C'est ma faute. OK. Sur chaque page, on a un autre genre niveau de zoom. Sur page, OK, voilà, là, on voit. Merci. J'ai pas assez de main. Chaque page, on a un autre niveau de zoom. C'est ça. Ça prend vraiment énormément de pages pour. Puis, c'est impossible d'avoir un vue d'ensemble. Surtout que, genre, là, c'est petit, là, c'est grand. Je me suis perdu complètement sur la carte. Alors, merci. Mais c'est ça. Mais pour. Oh. Avec notre nouveau format, on peut non seulement avoir un vue d'ensemble, mais genre visualiser plein de données qu'on n'aurait pas pu visualiser avant sur l'ensemble du Québec. Puis notre représentation est tellement compacte même, que je vais cliquer sur ma circonscription juste pour montrer. Loin, c'est ça. Loin. OK. Il y a cette description-là. J'ai pris plein de données du recensement, puis on peut vraiment voir comme des cartes très très rapidement. C'est tellement compact qu'on peut avoir plusieurs sur la même page. Puis, c'est ça, on a plein de trucs politiques, les dons, c'est ça, mais aussi les langues, si on veut comparer le nombre de francophones avec, mettons, le nombre de. Avec le vote pour le PQ ou genre le PLQ. On peut vraiment comme comparer les résultats et vraiment comme aller circonscription par circonscription. On peut passer à travers comme toutes les circonscriptions qui vont avoir quand ça c'est haut, ça c'est bas. Puis en plus, si tu veux aller comme regarder plus en profondeur, chaque carte tu peux l'ouvrir puis voir comme en profondeur le rang, puis comparer avec les favoris pour chaque circonscription, etc. Alors ça laisse vraiment d'explorer ta circonscription. Puis imaginons si on avait l'autre représentation, tu sais, la carte traditionnelle. Tout ça, ça serait pas possible. Ça prendrait comme, je sais pas combien de pages, puis on verrait absolument rien. Alors, c'est un peu la motivation pour ça. Puis ouais, c'est ça. Vraiment, je vais passer juste rapidement à travers. On a beaucoup de cartes. Une cinquantaine, je pense. Cinquantaine. C'est un peu overkill, mais. Ça se génère automatiquement. Et c'est ça. Alors, on a tout les données de recensement. Mais. Je me perds dans mes papiers. Mais c'est ça, je vous montre. On a décidé de faire ça, ça a tellement bien marché qu'on a décidé de faire la même chose pour les résultats de l'élection. Alors,
on a pris, puis tout ça, c'est la petite carte, le petit module-là, c'est fait en React, puis c'est réutilisable. Alors, c'est ça, j'avais juste à reprendre ça pour la journée de direction. Puis, c'est ça, j'avais un script qui prenait tous les données, qui remplissait les cartes, puis j'avais juste à écrire les analyses. Puis on a sorti ça la soirée de l'élection. Puis on a fait... 6 cartes pour comprendre tous ces jeux de l'élection. Même chose avec les codes postaux, etc. Puis, c'est ça. C'est assez frappant ce qui est arrivé. C'est ça. Tu n'as pas besoin d'un analyste pour comprendre comment le Québec a changé. Tu sais, on voit le rouge à l'extérieur de Montréal et Laval a disparu. Tu sais, la CAQ a gagné partout, sauf peut-être un peu en région éloignée. Ils ont eu de la misère à percer à Montréal, ils ont eu 2 sièges. Étonnamment, genre, Québec solidaire a gagné là-bas. Ça, c'était une surprise pour moi, je vais l'avouer. Mais c'est ça, mais tu vois l'ensemble tout de suite. Puis c'est ça. Alors, j'avais juste à écrire des analyses, puis aussi, on a fait comme, le changement. Alors, on peut vraiment voir comme, c'est ça, plus vert, plus ils ont augmenté leur appui. Alors, on a ça partie par partie. Alors, coalition à la CAQ, c'est ça, c'est vert partout. C'est ça. Parti libéral, c'est ça, c'était off comme soirée. Parti québécois, c'est intéressant parce que on a dit que c'était les grands perdants de la soirée, mais c'est ça, ils ont quand même perdu moins en termes d'appui que le Parti libéral. C'est ça, c'est vraiment moins brun, mais c'était assez. C'était assez pour que, genre, parce qu'il était tellement proche de l'herbe, ou c'était tellement serré dans la dernière élection, que, genre, ça prenait juste un peu, une petite descente pour qu'ils perdent énormément de sièges. Puis ça ressort tout de suite, puis Québec solidaire, ils ont une bonne soirée. Évidemment, la chose qui ressort, c'est il y a juste un qui est brun, ça c'est genre ça c'est Gabriel Nadeau-Dubois, mais c'est parce que, on explique ça là, que c'est à cause que c'était une élection partielle avant, puis c'est ça, c'était le monde sont allés voter pour Québec solidaire, ils étaient bien motivés. Puis alors, c'est ça, il a quand même gagné et de loin, mais juste, c'était pas comme genre à, je sais pas, 80%, c'était, ouais. Alors, c'est ça, il y a une petite descente, mais il a tellement, très clairement gagné. Mais c'est ça. Alors, ça a assez bien marché. Mais si on compare avec, juste, je ne voulais pas taper sur une autre agence, alors je vais juste montrer une autre, c'est ça, la façon traditionnelle de montrer ça. Puis ouais, on voit que, justement, la CAQ a gagné, ça c'est clair. Mais on penserait que le PQ se fait en deuxième place. En termes de superficie, tu sais, c'est bon, il y a beaucoup de bleu foncé. C'est pas les gars, on le sait. Alors, et juste quelques détails. Évidemment, ça marche très bien sur mobile. Puis sur mobile, c'est vrai que ça marche bien sur mobile. Mais sur mobile, ça devient. Je vais juste faire ça, je vais pas. On a le petit. Qu'est-ce qui se passe là? C'est la première fois que ça fait ça. OK. Alors, on a les contrôles pour le pouce, pour naviguer. C'est ça. Alors, tu peux vraiment naviguer, parce que c'est un peu petit pour naviguer sur la carte, mais tu as les contrôles là. Dernière chose. Ouais, c'est ça. Je n'avais pas mentionné
que dans le cas de On a dessiné le Québec, c'est complètement bilingue. Alors, maintenant, tout est en anglais. Puis, on a utilisé un outil qui s'appelle PoEditor pour tout ça. On avait comme tout l'anglais, puis on a traduit ça, puis c'est ça, les éditeurs, les pupiteurs pouvaient aller là-dedans, éditer, genre vérifier le langage, etc. Puis c'est ça, ça entrait tout de suite dans le projet. Ouais. C'est à peu près tout ce que je voulais dire. Et oui, évidemment, comme j'avais dit, il y a plusieurs de ces composants-là sont réutilisables. Justement, on a plusieurs raisons pourquoi on pourrait réutiliser une carte hexagonale de circonscription. Alors, c'est toujours là si on en a besoin. On a juste à plugger les données dedans. Oui.